Des listes de biens à vendre circulent sur Internet. Le transfert de ces biens dans les mains d'investisseurs privés provoque un véritable sentiment de dépossession parmi les Européens que je rencontre. À qui appartient la Grèce? Au marché. C'est le même propriétaire pour toute la planète. Je pense à une classe financière assez mondialisée. Bonne question. Je ne sais pas. Pas nous, en tout cas. Je ne sais pas qui commande, mais c'est pas nous. C'est pas le peuple qui commande. Le monde nous appartient. Personne n'a le droit de nous dicter comment vivre. Tout a commencé par une enquête que j'ai entreprise il y a quelques mois, quand ma curiosité a été piquée à vif par des rumeurs à propos d'une montagne à vendre non loin de chez moi, en Autriche, plus précisément dans le Tyrol oriental. Je poursuis mon voyage en Italie, un pays qui regorge de monuments historiques. Ces somptueux vestiges de l'Antiquité figurent dans tous les manuels scolaires des pays européens, voire au-delà. Les Romains y tiennent comme à la prunelle leurs yeux et en sont extrêmement fiers. Le Colisée est à tout le monde. C'est le centre du monde. À qui appartient le Colisée? À moi. Absolument. D'ailleurs, je veux être payé quand on le prend en photo. Je rêve. Il est là. Il est aussi bien à vous qu'à moi. Pour tenter d'éponger les dettes de l'État, plusieurs gouvernements ont tenté de vendre ce patrimoine unique. Berlusconi en a fait une priorité dès son accession au pouvoir. En tant que Premier ministre, en 2002, il a créé Patrimonio SpA. Le but de cette société de droit privé était d'évaluer, puis à terme, de vendre non pas une partie, mais la totalité du patrimoine naturel et culturel italien, même le célèbre Colisée. Tout le monde s'est insurgé, notamment le très respecté professeur Salvatore Settis. Avec cette obsession d'une économie néolibérale, on a tendance à mettre un prix sur tout. Tout peut se vendre. Nous devons comprendre que notre patrimoine a une vraie valeur économique, mais sa valeur spirituelle est encore plus grande. Pourquoi l'État doit-il protéger le patrimoine public? En Italie, c'est la loi. C'est écrit dans la Constitution. C'est au pouvoir public de veiller sur notre patrimoine. Si ces biens appartenaient à des particuliers, alors la communauté perdrait sa mémoire. Si le Colisée n'est plus menacé, la privatisation continue de gagner du terrain sous d'autres formes. La billetterie est assurée par une société privée. La Cour des comptes de la région de Rome a découvert que dans certains cas, notamment celui du Colisée, la société privée chargée de la vente des billets encaisse 70% des bénéfices générés. 30% seulement reviennent à l'État. Pourtant, la loi dit le contraire. La situation est absurde. À cause de cette répartition en faveur du concessionnaire privé, et malgré une entrée à 12 €, multipliée par les près de 6 millions de visiteurs par an, le gouvernement italien n'a pas les moyens de financer des travaux de restauration ô combien nécessaires. Résultat, le Colisée tombe en ruine. Alors, pour la toute première fois, l'État a cherché des sponsors privés. Ryanair était en lice, mais c'est le PDG de la marque Tod's, Diego Della Valle, qui l'a emporté. Le Colisée sera restauré. Il en avait vraiment besoin. Il est absurde qu'actuellement l'Italie n'ait pas les moyens de restaurer sa plus grande richesse,
les œuvres d'art que le monde nous envie. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir fait le premier pas. La tendance est générale. Pour gagner de l'argent, les gouvernements accordent moins d'importance à la notion de bien commun, naturel ou culturel. La relation que nous entretenons avec ce patrimoine, réel ou fantasmé, pèse de moins en moins face à la nécessité d'en rationaliser les usages. Peu de pays semblent échapper à cette tendance. À Barcelone, ce ne sont pas les promoteurs immobiliers qui mènent la danse, mais les professionnels du tourisme. Leur poids sur les décisions de la mairie est devenu très important à la faveur de la crise. Lorsque le célèbre et hautement symbolique Parc Güell est devenu en partie payant, des voix se sont élevées pour dire que cela allait trop loin. Para que no nos cierre el parque, va. Der Bürgermeister will den Park schließen. Diesen Park. Guck mal dann. Jetzt, Sie sollen bezahlen. Und das ist aber nicht normal. Das soll für die Allgemeinheit sein. Je vous donnerai quelque chose parce que la mairie veut fermer les parcs. Bueno, veut fermer, il a fermé les parcs. Vous avez de payer là et ce n'est pas normal. Je vous donne ça parce que si vous voulez, c'est une pétition. Une pétition pour que le parc reste gratuit. Parfait. Très bien. C'est pour ça. Non, personne ne doit payer pour entrer en parc. C'est public et financé. Et c'est le patrimoine. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils fassent payer pour visiter les églises. Si, les églises, c'est la même chose. Oui, ah ouais, je trouve ça pas normal. Rien n'est normal. Rien est normal. Le parc Güell, conçu au début du XXe siècle, est l'œuvre de l'architecte moderniste Antoni Gaudí. Ce jardin public est devenu le symbole de la renaissance de la culture catalane après la fin de la dictature franquiste, au milieu des années 70. Mais aujourd'hui, l'industrie touristique locale en a fait le passage obligé et payant des visiteurs étrangers. Je me sens dépossédé. C'était mon parc. J'y allais tous les jours. D'abord avec mon chien, puis avec mon fils. Maintenant, c'est fini. Je ne veux plus y aller. Ça va devenir un enclos. Je n'ai plus rien à y faire. Les rues du quartier ne seront plus qu'une file d'attente, où les gens font la queue. Barcelone va encore plus loin dans la commercialisation de l'espace public. Pour renflouer ses caisses, la ville a décidé de vendre les noms de ses stations de métro. À Madrid, c'est déjà fait. La fameuse station Puerta del Sol s'appelle désormais Vodafone Sol. Pour la coquette somme de 3 millions d'euros, le groupe de téléphonie britannique a obtenu pour 3 ans le droit de voir son nom à la place de celui de la célèbre place madrilène. Avec un peu d'imagination, les administrations pourraient-elles envisager l'avenir de l'Europe autrement que sous le prisme économique ? L'argent est roi, ancien adage clairement adapté à la crise. C'est pour cette raison que j'ai voulu terminer ce voyage en Grèce, véritable nœud de la dette publique européenne. Il semblerait que les lois et réglementations européennes en matière de protection de la nature soient contournées pour donner le libre champ aux promoteurs avec l'assentiment et sous couvert des exigences de la Troïka. Quand le fonds a été créé, une législation simplifiée a été mise en place
Le but était d'aider le fonds à introduire la notion d'utilisation du sol et à réaliser le zonage des terrains à urbaniser. Puisque la Troïka représente l'Union européenne, la Banque centrale européenne et les pays membres de la zone euro, la résolution des problèmes liés à l'Union européenne est une grande priorité. Et nous en tirons parti. Voilà qui met à l'épreuve le rôle de l'Union européenne. Il n'est pas si facile de mettre l'Europe en vente. Les gens que j'ai rencontrés sont tous profondément attachés à leur paysage, leurs monuments, à tout ce qui contribue au sentiment d'appartenance et de bien-être au sein d'une communauté, d'un territoire. Un sentiment qui n'a pas forcément de prix. L'opposition à la vente du patrimoine public va de pair avec la résistance contre toute tentative de laisser les forces du marché choisir pour les citoyens, y compris l'organisation de leur espace commun.